La série commence avec un homme expliquant que cela fait déjà 20 ans qu'il a quitté la Terre pour cet autre monde. Aujourd'hui, il va enfin vaincre le monstre et sauver le monde. Alors qu'il y a des explosions massives dues à des attaques de météores, quelque chose émerge des décombres, demandant au héros s'il a vraiment réussi à y résister. Bien que ce soit le cas pour lui, il semble que ses camarades tiennent à peine le coup. Car derrière le héros se trouve la sainte, le mage et le chevalier. Le nom du héros est Lee Yoon-seok. Il dit que le monstre n'a pas l'air très à l'aise non plus. Il lance une autre attaque, mais le héros prépare aussi son arme, et il commence à échanger coup pour coup. Il y a tellement de puissance dans leurs attaques que le mage doit déployer une barrière pour les autres. Le monstre dit que s'il ne se soumet pas, il le mettra en pièces car cette terre est un royaume forgé par ses propres crocs et griffes. Alors que les attaques pleuvent, il commence à faire tournoyer son bâton, les déviant et les bloquant. Il resserre alors sa prise sur son arme, disant qu'il va en finir maintenant. À la pointe de sa lance, une lumière vive commence à se former avant qu'il ne la projette. Elle s'appelle la flamme fantasmatique paradoxale, fendant tout sur son passage. Il charge en avant pour ne pas laisser au monstre un seul instant de répit, fonçant droit sur lui. Lui et le monstre commencent à se crier dessus avant de se déplacer d'un endroit à l'autre, détruisant le terrain autour d'eux à cause de leur combat. Le monstre arrive avec un uppercut du gauche que le héros bloque, mais cela l'envoie voler en arrière et réussit aussi à lui égratigner l'œil. Le monstre lui dit qu'une attaque aussi faible ne lui laissera même pas une égratignure, mais Yoon-seok lui dit de ne pas en être si sûr, car c'était plus que suffisant pour abattre son arrogance. Il attaque une fois de plus avec une flamme fantasmatique, mais cette fois le feu semble encore plus brillant, jusqu'à ce que nous voyions la couronne du monstre tomber au sol, car il a finalement réussi à le maîtriser. Il lui dit qu'il ne pensait pas qu'il y avait un humain dans ce monde capable de s'opposer à lui. Yoon-seok dit que c'est une bonne chose qu'il ne soit pas de ce monde. Le monstre lui dit qu'il raconte des bêtises jusqu'à la fin, mais que cela n'a plus d'importance maintenant car il va peut-être tomber, mais son corps sera absorbé par la terre, et un jour il reviendra. Mais il réalise alors que ce n'est pas le cas, car il est en train d'être effacé. Yoon-seok dit qu'il doit être surpris que sa résurrection ne fonctionne pas, mais que cette flamme est une capacité spéciale, la flamme fantasmatique paradoxale. Contrairement au feu ordinaire qui brûle en utilisant de l'oxygène, celui-ci utilise des concepts abstraits comme combustible, comme l'ego, la raison, ou les souvenirs. Il a entendu dire qu'il ressuscitait depuis des siècles, mais c'est fini maintenant car ce qui brûle actuellement, c'est son existence même. Il rit en disant que si son heure est venue, et même s'il est effacé, on ne se souviendra jamais de lui comme du héros qui a sauvé le monde, car ces gens qu'il appelait ses camarades prient en ce moment même pour sa mort. Il dit qu'il sait. La sainte lui dit de ne pas écouter les mensonges. Et Yoon-seok dit que la sainte le séduisait chaque jour, disant qu'elle l'aimait, mais en vérité, elle le déteste au plus haut point en tant qu'étranger. Sa séduction n'était qu'un acte calculé. Ainsi, quand la chasse serait terminée et qu'il serait temps pour eux de se débarrasser de lui, le héros hésiterait à l'attaquer. Il demande à la sainte si elle peut l'entendre. On la voit frustrée par cela. Il dit que les deux autres sont exactement pareils. Le chevalier a reçu le trésor national de l'empereur juste pour le tuer, parce que l'empereur avait peur qu'il prenne son trône. Et le mage qui adore l'expérimentation humaine le déteste, simplement parce qu'il s'oppose à l'esclavage. En bref, il sait depuis 5 ans qu'il essaierait de le tuer une fois qu'il aurait achevé le monstre. Le monstre dit qu'il ne comprend pas. Avec ce pouvoir, il aurait pu facilement détruire ce monde qui a pointé sa lame sur lui. Il dit que c'est parce qu'honnêtement, il ne se soucie pas du tout de ce monde, et qu'il veut juste rentrer chez lui. Le monstre demande ce qu'il veut dire. Yoon-seok explique qu'il y a 20 ans, en 2005, selon le moment, c'était peut-être avant YouTube même, mais il dit qu'il était un employé de bureau ordinaire. Mais il a été invoqué dans ce monde par quelqu'un appelé la déesse. Il y avait beaucoup d'histoires comme ça, où un humain ordinaire réussit dans un autre monde, mais le monde dans lequel il est arrivé n'était rien de moins qu'un désastre. Il a tout essayé pour revenir, mais il n'y avait qu'une seule voie à suivre. Pendant 20 longues années, il s'est entraîné pour affronter les monstres. Une nuit, alors qu'il quittait le village, les gardes lui disent que même s'il est le héros, il ne devrait pas se promener seul. Il dit qu'il a sauvé un enfant de ce village et demande à entrer, mais ils disent que l'enfant va clairement mourir, et que c'est un gaspillage de médicaments. Yoon-seok dit que le monde était si cruel qu'il préférait détourner le regard plutôt que de secourir les blessés. Mais le plus gros problème était que les normes médicales et d'hygiène étaient équivalentes à celles du Moyen-Âge. Qu'il ampute une jambe pour une infection mineure est fou, et il ne pouvait même pas utiliser de guérisseurs car ils étaient tous enrôlés pour la guerre. Des prêtres interpellent Yoon-seok, disant que l'enfant a été emmené par un monstre, et lui demandent comment il l'a ramené. Et il dit qu'il y avait quelque chose de plus effrayant que les monstres eux-mêmes. C'étaient les gens répugnants qui n'ont même pas la notion des droits de l'homme, car ils brûlaient des villageois sur des poteaux en supposant qu'il était possédé. Il a enduré cela pendant toutes ces 20 années, et finalement, il a vaincu le monstre derrière tous les autres, et c'était fini. Le chevalier dit que maintenant qu'ils ont été démasqués, ils se sentent soulagés, mais qu'ils ne peuvent pas le laisser en vie. Yoon-seok dit qu'il déteste vraiment ce monde, et le chevalier réalise qu'ils ont un gros problème. Alors qu'il allait vaincre un monstre,
ils ont fini par en créer un aussi. Yoon Seok prend une profonde inspiration, disant qu'il a rempli son devoir, et dit à la déesse de tenir sa promesse. Le ciel rouge lui-même commence à se fendre alors qu'un rayon doré descend, et elle dit qu'il a travaillé très dur, et que grâce à ses efforts, il a vaincu le monstre. Il lui dit juste de se souvenir qu'elle a dit qu'elle le renverrait sur Terre avec toutes ses expériences et ses souvenirs, et même son âme parfaitement intacte. Elle sourit en lui demandant s'il déteste vraiment ce monde à ce point, car il a acquis assez de pouvoir pour la menacer elle-même. Mais s'il retourne sur Terre, toutes ses réalisations en tant que héros disparaîtront. Il rit en disant qu'elle devrait arrêter de jouer la comédie, car il sait qu'elle est soulagée qu'il parte comme promis. Elle dit que c'est parce que ce monde n'a plus besoin d'un monstre, et veut juste savoir s'il ne le regrettera vraiment pas. Il dit qu'il n'y a qu'une seule chose qu'il veut, et c'est de retourner dans le monde qu'il connaissait, et c'est tout. Elle dit qu'elle comprend, et il baisse les yeux sur ses mains couvertes de cicatrices, disant que ce monde misérable est enfin terminé. Un rayon doré commence à descendre sur lui, et elle dit que puisque son corps originel sur Terre est mort, elle le placera dans un nouveau réceptacle. Il demande dans quel corps il entre, et elle lui dit qu'elle ne peut pas expliquer en détail, mais que c'est un corps destiné à mourir bientôt. Mais si c'est lui, il survivra. Il dit que tant qu'il peut retourner sur Terre, il se fiche que le corps soit destiné à mourir, car peu importe à quel point son destin devient dur ou difficile, il sera plus heureux que tout ce qui pourrait arriver ici. Alors qu'il ouvre les yeux, il fixe le plafond, se demandant s'il est enfin de retour. Cela fait maintenant 20 ans, et il est entré dans le corps d'un civil nommé Yo Chan Seok. Il se redresse en disant qu'il est content de ne plus voir ces salauds de l'autre monde, et qu'au moins il peut enfin revivre sa vie. Il regarde dans le miroir et dit que c'est son visage à partir de maintenant, mais il est tellement content d'être de retour sur Terre. Il court vers le robinet et voit de l'eau propre. Il pense que c'est ça la vraie magie, et que les mages sont inutiles. Il allume ensuite la gazinière, disant qu'il n'a plus besoin de couper du bois ou de faire des feux de camp. Mais il aperçoit aussi du poulet à proximité, et dit que ça aussi, ça lui a manqué, et que le poulet frit, c'est le meilleur. Il prend une seconde avant de mordre dedans, et dit que c'est si bon qu'il va en pleurer, et que ça lui a tellement manqué. Toutes ces choses qu'il tenait pour acquises, mais maintenant il peut recommencer sa vie ordinaire. Mais on voit que ce ne sera probablement pas le cas, car il y a un faisceau rouge au loin dans la ville. Il dit qu'il s'y attendait, mais que le temps a passé pendant qu'il était dans l'autre monde. Mais ce ne sera pas aussi terrible que l'autre, peu importe à quel point il a du mal à s'adapter. Il va prendre une douche, disant qu'il est si content qu'il y ait de l'eau chaude qui sort sans effort, mais aussi de l'air froid qui vient d'une simple pression sur un bouton. Même le ciel clair et lumineux n'est pas comparable à cet autre monde puant. Alors qu'il regarde par la fenêtre, il se dit qu'on est en 2025, et qu'il devrait commencer par un peu de StarCraft. Un monstre saute à la fenêtre, l'effrayant alors qu'il recule en trébuchant. Il demande ce que c'est que ce bordel, et un bulletin d'information annonce qu'une zone d'érosion est apparue dans le complexe. Yoon Seok demande ce que c'est, et l'annonce lui dit de se diriger rapidement vers l'abri souterrain. Il se demande juste ce qui se passe, mais réalise que c'est grave car il est complètement submergé par le nombre de monstres. Il commence à taper sur la vitre, et il se précipite dans le couloir, réussissant à peine à les éviter. Il jette un coup d'œil en arrière en montant les escaliers. On le voit accroché au rebord de la fenêtre pendant qu'il passe à côté de lui. Il remonte en disant qu'il est content d'avoir réussi à les semer. Il aperçoit alors un petit enfant. L'enfant est surpris de le voir. Yoon Seok lui dit que c'est dangereux et qu'il devrait se dépêcher d'aller à l'abri, mais l'enfant lui demande s'il a vu où sont allés les monstres car il va les tuer, lui demandant s'il veut venir avec lui. Yoon Seok se demande si cet enfant est sain d'esprit, mais se dit qu'avec cette coupe de cheveux, probablement pas. On apprend que cela fait 13 ans que la Terre est devenue comme ça. L'enfant a dit à Yoon Seok qu'il n'irait jamais à l'abri, et il ne pouvait pas simplement l'abandonner. Il dit en bref qu'une zone d'érosion est une sortie d'où viennent les monstres, et personne ne sait pourquoi ils sont apparus, ni quand ou ils apparaîtront. L'enfant dit que c'est exact. Yoon Seok soupire, disant qu'il est revenu sur Terre après avoir vécu cet enfer, et que maintenant la Terre devient elle-même un enfer. Sans et trop, se demandant pourquoi la déesse ferait ça. L'enfant demande comment il se fait qu'il ne sache vraiment rien, et Yoon Seok prétexte qu'il a vécu en Amérique pendant un certain temps. L'enfant demande comment le président a été destitué pour avoir tenté d'envoyer sa fille en Corée en secret, et qu'ils ont dit sur YouTube qu'il ne peut pas venir en Corée. Il continue de jacasser, et Yoon Seok lui demande le nom du chasseur qu'il a dit aimer. Il dit que son nom est Lee Se-yoon, qu'elle est dans la guilde Jinabi et qu'elle est classée 10e au monde. Son arme principale est une épée à 2 mains, et en ce moment elle s'occupe d'une zone d'érosion à Shiruon. Yoon Seok se dit qu'il est content d'avoir changé de sujet, mais se demande comment des humains ordinaires combattent des monstres, car dans l'autre monde, ce n'était pas le cas. L'enfant dit qu'il aime vraiment son épée à 2 mains, et Yoon Seok lui couvre la bouche alors que l'enfant s'apprête à lui en dire plus sur des vidéos d'elle sur YouTube. Yoon Seok jette un coup d'œil au coin de la rue, disant qu'il y a plusieurs monstres, 5 pour être exact, mais 6 en comptant celui qui se cache. Heureusement, sa force physique semble être supérieure à la moyenne, et il a l'habitude d'affronter plusieurs ennemis.
Mais il ne sait pas quoi faire de ce gamin, et s'il le laisse seul, il aura certainement des ennuis. Mais il ne sait pas quoi faire avec cette arme inadéquate. Il sent alors quelque chose dans l'air et se demande si c'est du mana. Il dit qu'il en est sûr. C'est la même chose que ce qu'il a vu dans l'autre monde. Et si c'est le cas, ce ne sera pas si mal. Il lance une attaque qui atteint le côté de la tête du monstre et commence à le brûler. Yoon Seok dit que le mana qu'il a accumulé pendant 20 ans a disparu. Mais s'il y a du mana dans l'atmosphère, c'est plus que suffisant car il peut utiliser sa flamme fantasmatique paradoxale, car elle est gravée dans son âme. Il dit que sa puissance de feu pourrait être décevante, mais que cela devrait suffire. Alors que le monstre commence à brûler vif, l'enfant lui dit qu'il est incroyable et qu'il ne lui faisait pas vraiment confiance parce qu'il ne savait rien, mais qu'il a même un trait unique. Yoon Seok en rit, disant qu'il est content que l'enfant ne soit pas blessé. L'enfant accourt en disant que le YouTube officiel de l'Académie des chasseurs a dit qu'il est important de confirmer l'élimination. Yoon Seok lui dit d'attendre cependant, car la flamme ne s'éteindra pas tant que la cible ne sera pas morte. Alors que le monstre bondit sur l'enfant, on voit du sang gicler, et les yeux de l'enfant commencent à se remplir de larmes. Yoon Seok dit qu'il ne sait pas ce quest YouTube, mais qu'il devrait vraiment arrêter de le regarder, puis demande à emprunter son bâton. Le monstre commence à combler la distance. L'enfant le lui donne. Yoon Seok le remarque et commence à utiliser le bâton pour fendre les monstres en deux, tout comme il le ferait dans l'autre monde, se débarrassant de tout le groupe. L'enfant est sans voix et dit qu'il doit être un chasseur qui cache son identité. Yoon Seok soupire cependant, disant qu'il n'aurait jamais pensé sentir autant de sang même après son retour sur Terre, et qu'il a traversé tout cet enfer juste pour reposer en paix. Mais si le monde est comme ça, ce n'est pas différent d'où il était. Dans l'abri souterrain, on voit qu'il est plein de gens. Les portes s'ouvrent, et Yoon Seok et le garçon arrivent enfin à l'abri, mais il continue de jacasser. La mère de l'enfant l'aperçoit et commence à crier son nom. On apprend que son nom est Yeon Sung, et elle remercie Yoon Seok, disant qu'il a dû avoir du mal, car il est si immature. Yoon Seok peut dire que sa mère est riche à cause de ses vêtements de luxe, car tout a l'air extrêmement cher, et se dit qu'il n'est pas étonnant qu'il se soit comporté comme un enfant gâté. Le bâtiment entier commence à trembler alors que le poing d'un monstre le transperce. Putain de merde. C'est Venom? Il commence alors à crier, et tout le monde se met à fuir. Même Yeon Sung lui dit qu'il devrait se tirer. Yoon Seok dit qu'il n'a jamais demandé grand-chose. Il voulait juste le monde tel qu'il le connaissait, sa chère ville natale, et avoir la paix. Il se demande si c'était vraiment un souhait si excessif en regardant sa main déjà couverte de cicatrices. Il interpelle le gamin, lui disant qu'il est riche. Alors pourquoi essaie-t-il de devenir un chasseur, alors qu'il pourrait juste vivre dans un endroit sûr, à l'abri, sans avoir à se battre? Yeon Sung explique qu'il a perdu son père à cause d'un monstre apparu dans le bunker, même s'il pensait que c'était sûr, et il a réalisé qu'il n'y a aucun endroit sûr sur Terre pour commencer. Alors même s'il n'est pas encore fort comme lui, et que les monstres sont effrayants, il va devenir le plus fort des chasseurs et éliminer tous les monstres, puis sauver le monde. Yeon Sung lui dit que cela semble être un rêve insensé, mais Yoon Seok le coupe, disant qu'il fera un bon chasseur, et même s'il ne sera pas celui qui sauvera le monde, ce n'est pas grave. La mère de Yeon Sung lui dit qu'il devrait y aller, mais Yeon Sung dit qu'il ne peut pas, car il est toujours là-bas en train de se battre. Ils entendent alors le son d'une forte onde de choc, et Yeon Sung se retourne, seulement pour être surpris, comme si Yoon Seok était une lueur d'espoir. Il dit que c'est ce qu'il va faire. Sauver le monde, c'est quelque chose que quelqu'un qui l'a déjà fait mieux, car ce sera plus facile la deuxième fois. Quelque temps plus tard, Yoon Seok dit qu'il a survécu à cette expérience précédente en utilisant les connaissances de sa vie passée. Et bien qu'il ait promis à ce gamin qu'il sauverait le monde, il n'a littéralement rien fait. Il n'a fait que farmer sur League, mais il trouve ça beaucoup trop facile. Et bien qu'il ait dit au gamin qu'il sauverait le monde parce qu'il l'avait déjà fait une fois, il a dit ces mots avec beaucoup d'ambition devant tout le monde, mais son désir de sauver le monde n'a pas duré longtemps. La seule raison pour laquelle il l'a fait précédemment était parce que les choses quotidiennes qu'il avait ici sur Terre lui manquaient. Et maintenant tout est à portée de main, et sauver le monde est un travail pour les chasseurs. Quand il ouvre son téléphone, il voit qu'il est complètement fauché. Il explique que le propriétaire initial de son corps, Chan Seok, était un logisticien, et qu'il vivait de son indemnité de licenciement due à la faillite de l'entreprise à cause d'une brèche. Les brèches, c'est comme ça qu'on appelle l'apparition des monstres. Mais de toute façon, il dit que maintenant que l'indemnité de licenciement est épuisée, il a essayé de trouver un nouvel emploi. Mais il n'y a presque aucune embauche normale en cours. Mais la plupart des entreprises semblent faire faillite à cause des brèches constantes. Et alors qu'il a besoin d'un travail pour survivre, il ne sait pas quoi faire. Puis il pense à devenir chasseur, puisqu'il a beaucoup d'expérience dans ce domaine, alors il se rend à l'association. Certaines personnes sont très excitées, et on entend un homme parler à ses amis, disant que ce type est bien trop excité pour être un simple chasseur. Les examens de sélection sont devenus une simple formalité de nos jours. On est choisi tant qu'on montre ne serait-ce qu'un soupçon de trait unique, et honnêtement, ils sont tous pareils. Rien que du menu fretin. Pendant qu'il continue de jacasser,
une femme entre dans le bâtiment, bouscule l'un d'eux, et il se retourne en lui demandant pour qui diable elle se prend. Et ce n'est autre que ce Yoon, dont parlait Yeon-sung. Il se demande si sa guilde est vraiment venue ici pour recruter quelqu'un en personne. La première personne qu'elle mentionne après l'avoir affichée sur la tablette est une femme nommée Han Sang-ha, et son attribut est la foudre. Ce Yoon se demande si elle peut charger des batteries, et l'un de ses gardes assistants dit qu'elle est une candidate chasseuse, pas un générateur. Ses compétences dans la maîtrise de sa capacité sont excellentes, elle sera donc utile à bien des égards. Mais un autre dit que le combat de chasseurs, c'est du sérieux. Même s'ils se distinguent à l'académie, il y a de nombreux cas où ils échouent au résultat de combats réels. Ce Yoon donne une friandise au gars, en disant que c'est exactement de ça qu'elle parle. L'entraînement et le combat réel sont deux choses différentes, et il est difficile pour les étudiants de l'académie qui ne reçoivent qu'un entraînement sur d'endurer le terrain. Mais il faudra certainement un certain temps à Sang-ha pour s'adapter. Elle se demande juste si c'est bien pour elle d'être absente pendant une semaine. Mais d'une manière ou d'une autre, elle doit finir le travail qu'on lui a confié, et elle espère que Sang-ha pourra augmenter sa valeur marchande, la rendant digne d'être recrutée. L'annonceur dit que ce candidat est intéressant. Il n'est même pas diplômé de l'académie. C'est juste un mec normal. C'est sans précédent. Ça le fait se demander quel genre de cran il a pour être sur scène, alors que ce n'est nul autre que Yoon Seok. Il commence à l'appeler Chan Seok, et s'il continue, je le ferai aussi. L'annonceur explique que les règles sont simples. Ils ne peuvent utiliser aucune arme personnelle autre que celles qui leur sont fournies, et il est interdit d'infliger des blessures mortelles ou de tuer l'adversaire. Yoon Seok dit que puisqu'il a décidé de devenir un chasseur, la première chose qu'il doit faire est de sauver le monde qui est sur le point d'être détruit. Deuxièmement, il veut juste bien manger et bien vivre. Son adversaire dit que c'est ridicule, mais Yoon Seok explique qu'il doit bien se débrouiller ici pour se faire recruter. L'annonceur leur dit à tous les deux de se mettre en position, lève la main avant de l'abaisser en criant de se battre. Le type charge en disant que son adversaire est quelqu'un qui ne peut même pas rassembler de mana, et qu'il devrait être honoré de perdre contre lui. Yoon Seok le regarde fixement tandis que le type sourit, devenant arrogant. Il explique qu'il est invaincu au maniement de la lance à l'académie. Yoon Seok plante sa lance dans le sol, et quand le type charge, ne voyant rien, il est juste confus, demandant où il est passé. Yoon Seok apparaît derrière lui, disant qu'il est vraiment maladroit, et lui donne un coup de poing dans le ventre. Alors que le type commence à chanceler, il lui marche sur le pied pour qu'il ne puisse pas tomber en arrière et le frappe également avec un uppercut du gauche. Instantanément, le regard du type devient flou, et il tombe à genoux. Yoon Seok demande si c'est déjà fini, disant qu'il n'a utilisé que ses mains nues car il pensait que l'autre serait gravement blessé s'il utilisait sa lance. Mais ce type était une imposture totale, et ce n'est sûrement pas le niveau moyen d'un chasseur. Ce Yoon est stupéfaite, se demandant c'est quoi le problème avec ce type. Elle commence à lire la tablette, expliquant qu'il n'était qu'un employé de la logistique. Son garde dit qu'il n'a presque pas de mana dans son corps, et que pour produire autant de puissance, il devrait accumuler du mana pendant longtemps. Mais comme ce n'est pas le cas, le résultat doit être de la chance. Elle lui donne un bonbon en lui disant de la fermer. Le mec cède sans aucune pression et le mange. Elle dit que ce type n'accumule intentionnellement pas de mana, mais se demande comment c'est possible. Yoon Seok se dit que ça lui semble bizarre, mais que pour prouver ses compétences, il devrait en finir de manière décisive. Le type commence à reprendre ses esprits, et Yoon Seok s'approche, lui disant de se détendre car ce ne sera pas fatal. Le type lève les mains par peur avant de se faire frapper à nouveau, se faisant mettre KO 2 fois dans le même combat. Il est déclaré vainqueur, et les gens commencent à parler de lui. Ce Yoon regarde tous les autres recruteurs pendant qu'ils continuent de jacasser. Elle se dit que puisqu'ils sont distraits, elle devrait en profiter pour voir ses vraies compétences. Son garde lui demande où elle va, et elle répond qu'elle doit aller voir le président de l'association. Yoon Seok enchaîne les combats, n'utilisant que ses mains nues, se disant que même s'ils sont des débutants qui viennent de devenir chasseurs, ils sont bien trop faibles. Peu importe le nombre de matchs qui passent, tout le monde est juste nul. Il se demande ce qu'on leur apprend à l'académie parce que personne ici n'est même passable. Finalement, c'est le tour de son gars, et la foule est excitée, disant que c'est la candidate qu'il attendait depuis longtemps, et qu'elle pourra peut-être vaincre cette super recrue. Yoon Seok se dit qu'au moins, de tous ceux qu'il a vus aujourd'hui, c'est elle qui a accumulé le plus de mana. Elle soupire, disant qu'il n'est absolument rien cependant, et qu'il a dû arriver jusqu'ici par chance, mais que ça s'arrêtera là. Yoon Seok se demande pourquoi tout le monde est si cliché, et elle dit qu'il semble ne pas avoir de trait unique puisqu'il n'utilise que ses poings, mais qu'elle ne le ménagera pas. Bien sûr, il en a un, mais il a peur de l'utiliser car elle se ferait anéantir par ça. Elle prend une profonde inspiration. Alors que l'annonceur leur dit de se battre, il observe la foudre commencer à s'accumuler sur sa lame, et il comprend ce qui se passe alors qu'elle fonce rapidement pour un dégainage rapide. Elle est surprise de voir qu'il a sauté par-dessus. Elle demande comment diable il a esquivé la foudre en sautant, mais Yoon Seok trouve ça intéressant. Elle fait passer l'électricité à travers le fourreau et la lame pour les rendre magnétiques, ajoutant cette force magnétique à sa puissance de dégainage, ce qui en fait une sorte de canon électrique.
Il dit que ses compétences sont vraiment pas mal, mais qu'elle a oublié quelque chose de très important. Elle demande quoi, et il répond qu'elle est trop obsédée par la rapidité de ses attaques, ce qui la rend trop lente dans l'action. Son erreur a été que pour accélérer encore plus son épée, elle a posé des rails magnétiques dans les airs. Peu importe sa vitesse ou sa puissance, qui serait assez stupide pour se faire toucher par une attaque dont la trajectoire est visible. Elle lui dit d'arrêter de faire le malin car elle peut le battre même sans utiliser cette technique, tout en lui envoyant de la foudre. Il l'esquive, lui demandant si elle n'est pas très maligne. Puisqu'il a esquivé son coup le plus rapide, il est impossible qu'il se fasse toucher par ça. Frustrée, elle génère plus d'électricité et frappe, brisant une partie de l'arène et l'envoyant vers lui. Il dit qu'elle en fait trop, car elle rassemble son mana de force. Et si elle continue comme ça, son corps sera en piteux état. Il réduit la distance, lui disant qu'elle était cool, mais qu'il est temps d'en finir ici. Et si elle trouve ça trop douloureux, qu'elle lève simplement la main. Alors qu'il la frappe au ventre, elle commence à cracher, et il prépare son poing avant de lui asséner un enchaînement brutal, puis arme son coup final avant de la frapper en plein visage. Alors que son regard devient flou, elle tombe en arrière sur le sol, et les recruteurs sont tous sans voix, se demandant d'où diable sort ce type. Yoon Seok se dit qu'elle était définitivement meilleure que les autres, mais pour s'effondrer après si peu, elle comptait trop sur le mana et a négligé son entraînement physique. Il se demande si elle va vraiment se relever, mais elle lève la main à la place, en tremblant, et il se souvient lui avoir dit de le faire et en rit. Un autre membre de l'association court vers l'annonceur et lui murmure quelque chose à l'oreille. Il annonce alors à tout le monde que le programme du tournoi a été modifié et que Chan Seok devrait faire une pause. Il se demande de quoi il parle car il pensait que c'était fini, mais l'annonceur dit que dans quelques instants, un match entre le vainqueur et un chasseur professionnel aura lieu. Cela a été rendu possible par l'autorisation spéciale du président, alors il demande l'intérêt du public. Les gardes de Seyoon réalisent qu'elle l'a vraiment fait, et Yoon Seok dit que l'adversaire s'affiche déjà sur les écrans. Seul le public peut voir, et à en juger par leur réaction, il doit être assez doué, et ils doivent essayer de vérifier ses capacités. Et que ce soit ici ou dans l'autre monde, certaines choses ne changent pas. Seyoon s'avance en traînant sa lame, disant qu'elle sait que c'est peut-être un peu impoli de sa part d'arriver à l'improviste, mais qu'il n'y a pas d'autre moyen de confirmer correctement ses compétences, et elle se présente. Elle dit que la scène a été un peu trop petite pour lui jusqu'à présent, et qu'il devrait s'affronter. Bien qu'il puisse refuser car c'est soudain, elle pense qu'il devrait le faire. Il a l'air impressionné, se disant que l'aura et le sang-froid qui émanent de son corps ne sont pas du bluff, et qu'elle est une vraie pro. Avec son corps actuel, ce serait difficile même avec une lance, mais il accepte le combat. L'annonceur est surpris quand Yoon Seok dit qu'il est prêt à le faire tout de suite, et pour être honnête, il n'a pas encore vraiment utilisé beaucoup d'endurance. Il pense qu'elle peut le voir. Elle le traite d'audacieux, et il répond que s'il doit se battre, c'est mieux ainsi. S'il veut obtenir les meilleurs résultats possibles, elle est l'adversaire parfaite pour ça, et il est temps pour lui d'augmenter un peu sa valeur marchande. Je vais probablement commencer à l'appeler Chan Seok s'il continue à utiliser ce nom. Un peu plus tard, après le début du combat, on voit les spectateurs horrifiés, ainsi que l'annonceur. Tout ce qu'on entend, c'est le bruit du métal qui s'entrechoque alors que Seyoon lance une attaque puissante. Chan Seok la bloque, se disant que pour une femme, posséder autant de puissance est dingue. Il parvient à la repousser un peu et à créer une certaine distance. Il se dit que sa vitesse a considérablement diminué par rapport au début. Mais ce n'est pas qu'il n'y a pas d'ouverture. C'est juste qu'avec ce corps, il n'a pas la force de s'engouffrer dans ses brèches. Elle dit qu'elle pensait qu'il aurait enfin une chance de s'échauffer, mais qu'il est peut-être déjà trop épuisé. Mais il s'est bien débrouillé, car elle pensait qu'il ne tiendrait qu'environ 5 minutes. Elle ne s'attendait vraiment pas à ce qu'il tienne 30 minutes. Elle élargit sa posture avant de charger, disant qu'elle va le laisser se reposer maintenant. Chan Seok se dit que le mana qu'il a accumulé est pratiquement inexistant, et que le mana dans l'atmosphère est rare. Il prend une profonde inspiration, se disant qu'il ne voulait pas l'utiliser, mais qu'il n'a pas le choix. Il doit utiliser sa flamme fantôme paradoxale. Elle le regarde dans les yeux, réalisant qu'il va tenter quelque chose, mais continue son attaque. Il crée alors une certaine distance, et elle dit qu'elle a frappé avec une intensité qui aurait dû être inévitable, lui demandant ce que c'est que ce bordel. Alors qu'il commence à utiliser la flamme fantôme, il en recouvre son corps, disant que comme nous pouvons tous le constater avec ses vêtements intacts, contrairement à un feu ardent, elle ne brûle pas la matière physique. Au lieu de cela, chaque flamme brûle en utilisant des concepts abstraits spécifiques comme carburant. Il dit qu'avec sa puissance actuelle, il peut brûler des concepts à haut point d'ignition comme l'ego ou la raison. Donc, le concept qu'il va brûler maintenant est quelque chose qu'il a beaucoup accumulé aujourd'hui. Il se met à charger cette fois, et elle peut voir qu'il est devenu plus rapide. Il dit que ce qui les change en réalité maintenant, c'est la fatigue. C'est vraiment une compétence de fou. Elle demande comment il a récupéré en si peu de temps, et leur combat acharné continue. Elle se demande ce qui se passe alors que la densité de mana dans l'air ne cesse de fluctuer entre épaisse et fine, alors que les réglages de l'arène n'ont pas changé.
Mais Chan Seok explique que tout comme le feu libère de la chaleur en brûlant la matière, la flamme fantôme paradoxale libère du mana en brûlant des concepts abstraits. Il utilise le mana pour l'allumer, puis les flammes brûlent sa fatigue pour libérer à nouveau du mana. C'est vraiment un cycle sans fin. En d'autres termes, sa spécialité est une guerre d'usure où il s'accroche au talon de l'adversaire car il a une réserve d'endurance presque infinie. Bien qu'elle ait ses limites, il ne lâchera jamais prise une fois qu'il a commencé un combat. Il lui demande alors si elle aime les gens persévérants, et elle répond qu'elle les déteste. Il explique que brûler du bois laisse des cendres, et une fois transformées en cendres, elles ne peuvent plus être brûlées. De même, sa flamme fantôme laisse un résidu semblable à de la cendre, et tout brûle jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. La flamme disparaîtra. Elle dit que ça fait 4h20, et qu'il a tenu longtemps, se demandant s'il veut continuer. Il répond, non. Il est un peu fatigué. Sur ce, il déclare forfait. Sun est déclaré vainqueur. Elle sort un gros bonbon cette fois, et ses gardes sont surpris. Elle dit qu'il a bien travaillé, alors elle va lui donner ça, mais qu'elle a aussi mis sa carte de visite dedans. Il demande ce que diable est un chasseur partenaire de l'équipe 3 de Monkey SARL, mais elle lui dit qu'il doit l'appeler. L'annonceur dit que sur ce, la sélection des chasseurs est terminée, et qu'il doit monter pour la cérémonie de remise des prix. Il se demande simplement si son truc Monkey est une agence de gestion de chasseurs. Il dévore le bonbon, se disant que le fait que sa licence de chasseur soit sur le smartphone est surprenant, et que la technologie à son époque n'était que sur papier. Il continue encore et encore, lisant le contrat, et il dit qu'il y a à peu près tout. Un homme s'approche alors de lui, disant qu'il est bien mieux en personne qu'à la caméra. Chan Seok lui demande qui il est, et il lui tend sa carte de visite. Son nom est Chasseur Yoon, Sungbien de grande pureté. Le type se présente, disant qu'il est un chasseur partenaire pour la guilde Grande Pureté, et qu'il ne va pas faire long. Il veut juste qu'il rejoigne son équipe. S'il acquiert assez d'expérience sous ses ordres, il brillera certainement. Chan Seok se dit que le type n'a vraiment pas l'air de mentir, mais il a un engagement préalable avec ce Yoon, donc il ne peut pas donner de réponse définitive. Il dit qu'il y réfléchira un peu plus avant de prendre une décision. Et Sungbien rit, lui demandant s'il pensait devoir donner une réponse maintenant. Il pose sa main sur son épaule, disant que quoi qu'il en soit, il doit prendre sa décision avec soin, mais qu'il le reverra plus tard. Chan Seok réalise qu'on ne peut pas faire confiance à ce type, et il commence à appeler ce Yoon. Il se présente comme Chan Seok, c'est pourquoi on l'appellera ainsi à partir de maintenant. Il demande où il doit aller, et elle lui dit qu'elle est au 2e étage du bâtiment de l'association, et qu'elle lui enverra l'emplacement. C'est un endroit appelé la cabane. Une femme l'accueille, et ce Yoon lui fait signe de s'approcher, lui disant de s'asseoir. Chan Seok dit que le nom du café est étrange, et elle lui demande s'il s'est passé quelque chose. Il lui parle de Sungbien qui a essayé de le recruter, et que c'était un type immense. Elle dit que puisque Sungbien a personnellement jeté son dévolu sur lui, les autres guildes n'essaieront probablement même pas de rêver de le recruter. Chan Seok demande si c'est la même chose pour Monkey, et elle dit qu'elle n'a aucune intention de le recruter. Il demande pourquoi alors. Elle lui suggère alors d'opérer sans être affilié à une guilde, en tant qu'indépendant. Il est surpris par cela, et elle explique que Sungbien a essayé de lui offrir un poste de junior. Il demande ce que cela signifie et ce qu'est un chasseur partenaire. Elle dit qu'elle a oublié qu'il n'est pas diplômé de l'académie, et explique que la profession de chasseur au sein d'une guilde est généralement divisée en 3 niveaux, junior, senior et partenaire. Pour moi, ça ressemble à un cabinet d'avocats. Il peut considérer les seniors et les juniors comme des salariés appartenant à une équipe dirigée par un chasseur partenaire. Au lieu d'un salaire, les chasseurs partenaires détiennent des parts dans la guilde et se partagent les bénéfices nets que la guilde réalise. Chan Seok dit que ça ressemble exactement aux avocats. Elle répond exactement. Le premier chasseur qui a fondé la guilde s'est inspiré des cabinets d'avocats. Il n'a pas nécessairement besoin d'appartenir à une guilde et de passer par les échelons juniors et seniors pour devenir un chasseur partenaire. Il dit qu'il pense comprendre. S'il devient célèbre et obtient des résultats, ils viendront le chercher d'eux-mêmes. Elle lui dit que c'est exact, et lui tend un bonbon. Il demande quel est le problème avec ça, et elle lui dit que ce sera difficile pour quelqu'un comme lui, sans relation ni expérience, d'obtenir des missions correctes. Elle dit qu'elle fera tout ça pour lui gratuitement. Il dit qu'il ne sait pas pourquoi elle va si loin. Elle explique qu'à l'avenir, une fois qu'il aura acquis assez de notoriété pour être recruté par une guilde, elle veut juste qu'il crie Monkey, leur faisant une grosse publicité. Il dit qu'à ce stade, elle ne fait que le mettre en dette envers elle. Elle lui tend un document, lui disant de le lire, et que c'est à lui de choisir s'il le fait ou non. Il demande ce que c'est. Elle dit que c'est une demande de la ville d'Eunchon, car il y a un endroit appelé l'île de Gyeongdu. Il y a 2 ans, ils n'ont pas réussi à retirer le noyau d'érosion, donc une zone d'érosion s'est formée. Il demande s'il doit juste y aller et retirer le noyau d'érosion. Elle répond non. Il va patrouiller à Gyeongdu pour identifier et retirer tout noyau supplémentaire qui aurait pu apparaître. Il le lit, disant que ça commencera dans un mois, puis il a un acompte de 5 millions avec 15 millions supplémentaires en cas de succès. Il dit que vu que c'est un travail où il doit risquer sa vie, ce revenu est vraiment nul.
Parce que ça ne fait qu'environ 13 000 $. Elle dit que s'il n'est pas content, alors il doit devenir plus fort et célèbre, et alors il aura plus d'argent qu'il ne pourra en gérer. Lui demandant quelle est sa réponse, il s'apprête à lui dire, mais la scène passe à elle dans la voiture, parlant à quelqu'un qui demande qui est Chan Seok. Elle explique que Chan Seok est un civil, mais qu'il a écrasé le tournoi à main nue. La personne au téléphone demande si ça veut dire qu'il est bon, et elle répond que c'est un euphémisme, car il a tenu 4 heures contre elle. La personne au téléphone dit que c'est sûrement parce qu'elle a limité sa puissance, et elle répond qu'elle est chasseuse depuis 10 ans, qu'elle a été dans les endroits les plus infernaux sur Terre, et qu'elle aurait dû pouvoir se jouer de lui. Mais 4 heures, même si elle renaissait, il n'y aurait jamais un autre monstre comme lui. On nous emmène sur l'île de Gyeongdu. Alors que le patron au téléphone parle encore, disant que peu importe à quel point elle l'estime, la mission de Gyeongdu a spécifiquement recruté des chasseurs expérimentés. Même si ses compétences sont exceptionnelles, il ne s'en sortira sûrement pas seul parmi des chasseurs vétérans. Seyoon dit que ce ne sera pas un problème. Elle l'a mis en équipe avec quelqu'un de fiable, et nous voyons nul autre que Sang-ha. Le patron dit qu'utiliser sa tête pour Monkey est son rôle après tout, demandant si elle pense que Chan Seok peut atteindre son niveau. Seyoon dit qu'ils ne voudront probablement pas entendre ça, mais s'il atteint un jour son niveau, il sera certainement capable de leur ôter la vie. On a un flashback d'1 mois auparavant. Alors que le livreur monte quelque chose à l'étage, il se demande qui diable commanderait un truc aussi lourd. Il retourne chercher le numéro d'appartement sur le colis suivant. Chan Seok ouvre la porte et le tire à l'intérieur, disant que c'est vraiment très long. Il ouvre la mallette et dit que cette lance fera parfaitement l'affaire. Il a aussi reçu un élixir, un médicament d'urgence que les chasseurs transportent couramment. C'est du mana condensé qui aide quand on a désespérément besoin de mana. La manière habituelle de gérer le mana est similaire à puiser de l'eau d'un purificateur et la boire. On régule le mana de l'air, on le stocke dans son corps, et on l'utilise quand c'est nécessaire, et l'élixir permet à ce processus de se dérouler beaucoup plus rapidement. Mais il utilise le mana différemment des autres. Il saute le processus de stockage et absorbe et utilise directement le mana dans l'air. L'avantage, c'est qu'il n'y a pratiquement aucune limite puisqu'il peut puiser dans le mana ambiant. De plus, à mesure que le mana le traverse, les vaisseaux sanguins se renforcent progressivement, lui permettant de gérer de plus en plus de mana au fil du temps. L'inconvénient, cependant, est que jusqu'à ce que les vaisseaux se développent complètement, la quantité utilisable est limitée, ce qui rend difficile la production de puissantes décharges en peu de temps. Il retire le bouchon de l'élixir, disant qu'il n'a pas le luxe d'attendre pour le moment. Il est probablement préférable d'en stocker un peu d'abord. S'il s'entraîne avec ça pendant environ 1 mois, il devrait progresser juste assez. C'est à ce moment-là qu'il est allé sur l'île. Comme on peut le voir, il y a une longue file d'attente. Il tend son téléphone, et on lui dit d'entrer, mais aussi qu'il fait partie de l'équipe 8. Il se rend à la zone d'embarquement de l'équipe 8, et on le voit faire la queue pendant que tout le monde se demande quand ils vont partir. Sang l'interpelle alors. Il dit que ses cheveux ont l'air beaucoup plus sages que la dernière fois, et elle répond que c'était juste à cause de l'électricité statique. Elle dit qu'ils sont dans la même équipe, ce qui est une bonne chose, et qu'ils devraient travailler ensemble pendant la mission. Il demande pourquoi il ferait ça, et elle répond qu'il est plus fort qu'elle, et qu'elle pourrait en apprendre quelque chose. Il fait une blague sur ses épaules qui se déboîteraient à force de la porter, et elle lui dit que les luxations chroniques sont dangereuses. Et s'il en a, alors pourquoi utilise-t-il une lance? Il se rend compte qu'elle n'a pas le sens de l'humour, et un homme leur dit à tous de se concentrer. Puisque tout le monde de l'équipe 8 est présent, ils vont commencer le briefing de la mission. Comme il y a des chasseurs qui participent pour la première fois, il va expliquer une partie de la terminologie, demandant leur attention. Il explique que les zones de corruption sont classées en grade 1, 2, 3 et non classées, celles qui se rapprochent du grade 1 étant les plus dangereuses. De plus, la première zone de corruption à apparaître dans une zone spécifique reçoit la désignation supplémentaire d'alpha, et la zone alpha sur l'île est située à l'église à l'extrémité nord-est d'Eansari. Elle est encore non classée pour le moment, mais considérant que les zones se renforcent avec le temps, il déconseille vivement de s'en approcher. Leur mission est de patrouiller les zones, d'identifier les zones nouvellement formées et de les éliminer. L'un des membres demande s'ils vont vraiment faire une mission d'élimination avec des bleus. Le bateau commence enfin à s'approcher, et certains membres de l'équipe disent qu'ils peuvent sentir le froid d'ici. Chan Seok dit qu'il exagère. Et quand lui et Sang-ha débarquent, quelqu'un siffle, disant que la situation sur l'île est surveillée par le centre de commandement au large. Et s'ils ont besoin d'aide, de les contacter, puis il souhaite bonne chance aux chasseurs. Les membres de l'équipe commencent à décider du plan, et Chan Seok dit qu'il devrait pouvoir couvrir les 2 zones en une semaine. Il se retourne, se demandant de quoi il parle, et il dit qu'il devrait établir une base à Wagaza et opérer à partir de là. Certains membres demandent qui il est, car ils ne l'ont jamais vu auparavant, mais aussi pourquoi il a choisi cet endroit en particulier. Il explique que de là, ils peuvent voir leur cible. Et du sommet de la montagne également, l'autre cible est visible. Il y a aussi des vestiges d'anciens temples, donc ils peuvent les utiliser comme logement. Ils pensaient que ce serait évident. Ils lui disent qu'il y a plein d'endroits plus proches,
et qu'il pourrait se faire encercler après avoir gravi la montagne, mais il répond qu'ils ne combattent pas des milliers d'ennemis. Alors comment encercle-t-on une montagne? Il continue de dire qu'ils ne veulent pas suivre un chasseur sans expérience, et Chan Seok se dit qu'il y a toujours des gens comme ça, peu importe le monde. Ils décident de se séparer et d'agir séparément. Alors qu'ils commencent à traverser les bois, on voit Sang à suivre Chan Seok, mais quelqu'un d'autre aussi. Chan Seok dit que son mana est en fait plus élevé que celui de Sang, et on apprend que ce type s'appelle Kim Min-jae. Il demande à Min-jae pourquoi il les suit. Min-jae dit que c'est leur première mission à tous les deux, et il s'inquiétait de laisser deux bleus opérer séparément. Chan Seok le remercie pour sa prévenance, disant qu'il y a au moins une personne décente ici. Il remarque alors quelque chose et s'arrête brusquement, leur disant d'attendre. Il demande ce qui ne va pas, et il leur dit de jeter un œil discrètement. Ce qu'ils aperçoivent, c'est un groupe de gobelins qui rôdent dans la zone. Min-jae dit qu'ils devraient les contourner car ils sont bien trop nombreux. Au bas mot, il y en a 50. Chan Seok leur dit de rester calme, et lui demande quelle est sa spécialité. Min-jae demande s'il a vraiment l'intention de les combattre, le traitant de fou. Chan Seok dit qu'il est naturel pour un chasseur de se battre, et lui redemande sa spécialité. Il lui répond que c'est le feu. Alors Chan Seok lui demande quelle est sa compétence la plus maîtrisée. Il lui répond que c'est la boule de feu. Chan Seok lui ordonne donc de lancer leur première attaque à son signal. Min-jae a l'air surpris, et Sang demande ce qu'elle doit faire. Min-jae ne revient pas qu'elle soit d'accord, disant que c'est de l'inconscience à 3 contre 50, et qu'il pensait que c'était leur première mission à tous les deux. Puis il suggère une fois de plus d'appeler les autres chasseurs par radio. Mais Chan Seok dit qu'ils n'arriveront pas à temps. Contrairement à eux qui sont venus directement ici, les autres chasseurs fouillent le long de la côte. Il n'y a aucune garantie qu'ils arriveront même s'ils entendent l'appel. Et s'ils attendent que les monstres se dispersent, ils pourraient devenir une menace pour les autres chasseurs. Min-jae dit qu'il a raison, même s'il y avait un chasseur à proximité. Après ce qui s'est passé plus tôt, il pourrait ne pas venir immédiatement. Chan Seok dit que cela signifie qu'ils doivent s'en occuper ici et maintenant, au minimum. Et dans une situation où ils sont en désavantage, ce dont ils ont besoin, c'est une embuscade. Il n'y a pas de temps, alors il va l'expliquer rapidement. Il dit à Min-jae qu'il frappera le centre en premier avec une boule de feu. Pendant que Min-jae fait ça, il couvrira les flancs. Il dit ensuite à Sang à ce qu'elle doit faire aussi. Min-jae dit que le plan est vraiment précis, et qu'il prend en compte toutes les possibilités. Il se demande pourquoi il a l'impression d'être un vétéran expérimenté qui se bat depuis des années, mais aussi qui il est vraiment. Les monstres sont là, sans se douter de rien. Min-jae surgit de derrière le mur, lançant sa boule de feu. Après qu'elle ait explosé sur l'un des gobelins, le faisant brûler vif, il dit à Chan Seok qu'il a besoin d'un moment avant de lancer la prochaine boule de feu. Chan Seok dit que ce n'est pas grave, et qu'il peut tirer dès qu'il sera prêt. Min-jae dit compris en commençant à la préparer. Chan Seok se précipite, disant qu'en combat, il valorise l'efficacité. Et pour atteindre une efficacité maximale, la répartition des rôles est essentielle. L'un des gobelins l'attaque, mais il s'en occupe rapidement, disant que jusqu'à ce que la prochaine boule de feu soit prête, il s'occupera des autres et les tiendra à l'écart de Min-jae. Bien sûr, il ne peut pas tous les gérer seul, mais il sourit en disant que c'est pourquoi la répartition des rôles est importante. Sang dégaine rapidement sa lame, tranchant 3 gobelins, et elle n'a même pas eu besoin d'utiliser beaucoup de sa puissance. Min-jae lui dit que la prochaine boule de feu est prête, et Chan Seok dit qu'il esquivera tout seul, lui disant de tirer. Il la lance, et on voit une énorme explosion. Chan Seok saute en arrière dans les airs pour l'éviter, puis resserre sa prise sur sa lance, disant qu'ils doivent tuer les autres maintenant. Quelque temps plus tard, il plante sa lance dans le sol puisqu'ils ont fini, puis leur dit à tous que c'était du bon travail, mais Min-jae pointe une arme juste derrière sa tête. Chan Seok demande ce qu'il fait, et Min-jae lui demande s'il peut s'écarter un instant. Chan Seok se demande pourquoi diable il prenait cette pose, il a cru qu'il allait lui tirer dessus. Il commence alors à tirer sur les monstres, et Chan Seok lui demande ce qu'il fait. Min-jae explique qu'une fois la mission terminée et la sécurité assurée, le ferrailleur avec qui il a un contrat viendra récupérer leur micropuce sur le monstre. Chan Seok demande ce que c'est, et Min-jae dit qu'il est difficile pour eux de récupérer directement les sous-produits des cadavres car ils sont volumineux et lourds. Donc, s'il implante des puces comme ça, et après la fin de la mission, les revendeurs viennent, ils collectent tout ce qui semble avoir de la valeur. Ensuite, ils évaluent la valeur de ces objets, les vendent, partagent les bénéfices et récupèrent leurs micropuces. Ils prennent leur commission contractuelle et donnent le reste à la famille du chasseur décédé. Chan Seok demande si on peut même leur faire confiance, et Min-jae répond que c'est pourquoi il est important de trouver un bon revendeur et de passer un contrat avec lui. Il commence alors à dire à Chan Seok que c'était incroyable, qu'il n'aurait jamais pensé qu'il en abattrait autant tout seul. Pendant qu'ils sont distraits, un monstre bien plus gros arrive et frappe, mais Chan Seok pousse Min-jae hors de sa trajectoire. Il lui demande s'il va bien, et il se prépare pour le prochain combat. Le monstre commence à leur sourire, et Chan Seok dit que d'après ce qu'il peut voir, c'est un boss intermédiaire ou quelque chose de similaire.
C'est un putain de chupacabra ou un truc genre gobelin chauve-souris humain. Chan Seok dit que c'est en fait assez mauvais, et que ce doit être le chef de ceux d'avant. La quantité de pouvoir magique qui en émane est d'un tout autre niveau que les précédents, et il leur dit de ne pas intervenir, qu'il s'en occupera. S'il est après eux, ils ne pourront certainement pas s'échapper. Sang et Min-jae disent que s'ils se battent ensemble, et avec le temps, ils pourraient probablement se replier pour rapporter la situation quand il y aura une ouverture. Mais Chan Seok dit qu'il ne va pas se répéter. Ils doivent se replier, à moins qu'ils ne veuillent rentrer dans un sac mortuaire. Ils ont des frissons, et il dit qu'il vaut mieux qu'il s'en occupe seul. Il peut utiliser sa flamme fantasmagorique sans se soucier de ses alliés et en finir le plus vite possible, et il lui dit de commencer. On entend le terrain se faire détruire. Alors Min-jae dit qu'il devrait peut-être l'aider car il a l'air en danger. Sang a dit que ce n'est pas la peine, et même s'il a l'air d'être en difficulté, il n'a pas été touché une seule fois jusqu'à présent. Chaque fois qu'il perce l'ennemi, les flammes noires s'accrochent à lui, et elle se demande ce que c'est que ce truc, car plus il s'accumule, plus le monstre ralentit. Même au début, quand il semblait avoir du mal, ce n'est plus le cas, il joue avec lui. Elle se demande comment il peut être un bleu comme elle, car elle n'y croit tout simplement pas. Le monstre tente un autre coup, que Chan Seok esquive d'un pas en arrière. Et après avoir créé une certaine distance, il resserre sa prise sur sa lance avant de la lancer en l'air. Elle et Min-jae sont tous les deux déconcertés par cela. Et alors que le monstre fonce droit sur lui, il lui crie de faire attention. Mais juste au moment où il arrive devant lui, il se fige et tombe au sol alors que sa lance redescend, le transperçant et le clouant au sol. Il dit que pour qu'il bouge encore après avoir brûlé toute sa force physique, il doit en finir maintenant. Il le regarde achever le monstre, et Min-jae demande comment c'est possible. Il semblait clairement en difficulté, mais avant qu'il ne s'en rende compte, le monstre était à terre. Alors, que s'est-il passé? Chan Seok demande alors s'il est normal qu'un monstre comme celui-ci apparaisse sur l'île. Min-jae dit qu'il ne sait pas non plus, car d'après ce qu'il sait, ça ne devrait pas être le cas. Peut-être si c'était une zone d'érosion avec une unité d'érosion, mais il faudrait que ce soit de grade 3. Chan Seok se souvient de l'unité de classification et dit qu'il se rappelle avoir entendu dire qu'elle n'était pas classée. Et si c'est le cas, alors elle est classée maintenant. Il semble que l'unité d'érosion alpha a été améliorée. Ils sont tous les deux surpris, et Sang a dit que le briefing disait que ce n'était pas le cas, mais il lui répond qu'elle doit y réfléchir rationnellement. Si ce n'est pas un grade 3, ils ne peuvent pas expliquer la situation actuelle. Min-jae dit que la différence entre non classé et grade 3 est un fossé énorme, comme le jour et la nuit. Et si c'est vrai, les chasseurs qui pourront rentrer et survivre seront presque nuls. Il lui dit alors qu'ils doivent aller sauver les autres chasseurs, car avec son niveau de compétence, même un grade 3 ne serait pas si terrible. Mais Chan Seok dit qu'il ne veut pas. Comment est-il censé trouver et sauver seul tous les chasseurs errants sur cette île, alors qu'il a ses limites et ne peut pas faire l'impossible? Leur mission n'est pas de sauver des chasseurs en crise, mais de repérer et d'éliminer tous les monstres qui apparaissent, et on ne peut pas s'attendre à ce qu'il fasse autre chose que son travail. Sang a dit alors qu'elle a une question, lui demandant ce qu'il penserait s'il était à leur place. Il demande ce qu'elle veut dire, et elle répond qu'il se sentirait sûrement lésé et plein de ressentiment. Et si c'est le cas, il devrait aller les secourir. Il dit qu'il ne dit pas ça parce qu'il ne comprend pas les émotions des gens. Il parle des résultats. Il y a aussi des morts inévitables dans ce monde. Face à une telle mort, peu importe ses pensées ou ses émotions, il mourrait. Il ne veut pas flancher dans une situation désespérée, car on ne peut pas survivre dans un monde comme celui-ci avec cette mentalité. Il se dirige vers le bâtiment abandonné dont il a parlé pour en faire leur base, et il dit que le bâtiment est vide. Il n'y a aucune trace de monstre non plus. Sang a dit que c'est une chance, et Chan Seok demande à Min-jae s'il a remarqué quelque chose. Min-jae dit qu'il fait trop sombre pour voir quoi que ce soit de spécial, mais heureusement, il peut voir les lumières, qui sont les positions des autres chasseurs. Chan Seok dit que la lumière révèle votre position, ce qui est dangereux. Et si ce ne sont que des sous-fifres, ça n'aura pas beaucoup d'importance. Mais si quelque chose comme ce gros d'avant apparaît, ce serait mauvais. Il décide donc d'envoyer un message d'avertissement. Il leur parle du monstre qu'ils ont affronté récemment, et qu'il est possible que la zone passe en grade 3. Il s'installe à l'intérieur du bâtiment, et Min-jae dessine un diagramme expliquant la situation. Chan Seok dit que s'il élimine le noyau de l'unité, toutes les créatures disparaîtront. Min-jae dit que c'est exact. Sans l'énergie émise par l'unité, la zone disparaîtra. Chan Seok dit que c'est assez simple, et que c'est son objectif maintenant. Sang commence à s'endormir, tout comme Min-jae. Chan Seok laisse un équipement derrière lui, disant qu'il devrait sonner l'alarme si un monstre approche, ce qui signifie qu'il peut y aller sans crainte. C'est une bonne chose qu'il ait vérifié l'emplacement de l'unité d'érosion pendant le briefing, car ça pourrait se passer assez bien. Il s'arrête alors, et se dit qu'il avait le sentiment que ça se passait trop bien. Alors qu'il entend un grognement dans les bois, il se dit que ça doit être le gros d'avant. Mais quand il se retourne lentement, ce qu'il voit est une créature chauve-souris géante qui le dévisage. Pendant ce temps,
Dans la salle de crise de l'association des chasseurs sur l'île, c'est la panique car les chasseurs de l'équipe 5 ne répondent plus, ce qui signifie qu'ils sont très probablement morts. Les rapports indiquent que les monstres se déplacent de manière organisée, et ils commencent également à confirmer les pertes. L'un des employés demande ce qui se passe, car c'est censé être une zone d'érosion non classée. Mais c'est une urgence, ils doivent donc renforcer immédiatement les chasseurs actifs et faire des demandes urgentes. Une autre personne lui dit que quelqu'un s'approche du noyau d'érosion. Il a l'air surpris, demandant qui c'est car ils doivent le contacter et lui dire d'arrêter. L'homme lui dit que la personne qui s'y dirige en ce moment n'est autre que Chan Seok, un chasseur de l'équipe 8. L'employé le reconnaît comme celui qui a le premier identifié l'amélioration de la zone. Il lui dit de se connecter à son terminal tout de suite et de confirmer qu'il est en vie. Puisqu'une telle amélioration du noyau d'érosion n'a jamais été confirmée auparavant, il a été le premier à le découvrir, et en plus il se dirige droit vers le noyau. Ce qui signifie qu'il pourrait connaître la réponse. Il s'y connecte, et on voit le monstre poursuivre Chan Seok, et il dit que ce truc est bien plus rapide qu'il ne le pensait. Il se met à hurler sur l'équipe pour ne pas avoir enquêté correctement, demandant comment ils ont pu ignorer qu'ils se trompaient dans leur classement, et il commence à les insulter tous. Ils débattent de le mettre en sourdine, mais au moins ils ont confirmé qu'il est en vie. Il dit que sa flamme fantasmagorique actuelle n'a pas le pouvoir de tuer des individus. Pour les plus forts, il n'a pas d'autre choix que de réduire leur santé avec sa flamme et de les achever avec sa lance. Mais ce salaud n'a aucune intention de ralentir, et en plus il a puisé trop de mana de l'île en combattant cette chauve-souris géante pendant la journée, ce qui signifie qu'il est bien plus faible que d'habitude. Il ne peut pas non plus quitter l'île, il doit donc trouver un endroit ici où il peut puiser du mana. Il aperçoit quelque chose devant lui, disant qu'il l'a trouvé en suivant l'endroit où le mana était le plus dense. Alors qu'il s'apprête à sauter dans le portail, le truc géant mi-chien mi-chauve-souris commence à le suivre. Il le regarde, lui disant de suivre le rythme, puis continue de le provoquer en sautant dedans. Dans la salle de crise, il signale que son signal a été perdu, ce qui signifie qu'il est entré dans le noyau. Une fois à l'intérieur, il dit que c'est très différent de ce qu'il pensait. Ils ont mentionné auparavant que les noms classés et les rangs 3 ne s'étendent pas aussi vite. Et si c'est aussi grand, il se demande à quel point les rangs 1 et 2 sont vastes. Le monstre commence à s'approcher de lui par derrière, et il dit que puisqu'il est là, il est temps pour lui d'en finir entre eux, car il n'est pas du genre obsessionnel. Le monstre se met à rugir, et il explique que l'un des plus gros problèmes avec sa flamme fantasmagorique est qu'elle se propage à tout être vivant sauf lui, même s'ils sont alliés. Si elle atteint un niveau qu'il ne peut plus contrôler, il ne peut plus l'utiliser. Et bien que ce soit un inconvénient puisqu'il combat actuellement isolé, alors qu'il embrase entièrement le monstre, il dit que combattre en solo signifie que cet inconvénient est complètement annulé. Mais le vrai combat va commencer maintenant. Le mana commence à tourbillonner autour de sa poitrine, plus précisément son cœur. Il dit que le mana qu'il a aspiré de cette chose se propage dans tous les recoins de son corps, élargissant ses méridiens et les rendant plus résistants. Il expire brusquement, disant que c'était en fait bien mieux que ce à quoi il s'attendait. Pendant que le monstre là-bas tremble de douleur après s'être fait voler son mana de force, il se met à crier. Chan Seok remarque Léo onduler et comprend ce qui se passe. Alors qu'il regarde autour de lui, il est encerclé par une bande de type chauve-souris de tout à l'heure. Il dit que c'est dommage, car le submerger par le nombre ne signifiera plus rien. Alors qu'ils sont anéantis en un instant par sa flamme fantasmagorique, il dit qu'il est plusieurs fois plus fort qu'avant, mais encore loin d'être au niveau où il était. Il se demande où est le noyau, disant que Minje a mentionné que c'est généralement le monstre le plus fort de cet espace. Il entend alors une voix dire feu, puis elle dit éteint, alors qu'elle arrive pour une attaque surprise. Il se retourne et esquive l'attaque, alors qu'elle se fracasse sur le sol. Il dit qu'il a délibérément attendu que sa flamme s'éteigne, et l'a même mentionné à voix haute. Ça veut dire que c'est le noyau, et il est d'un tout autre niveau. Il dit qu'à ce niveau, il pourrait probablement réussir un combo de 4 coups, et il commence à charger, agitant sa lance pour le distraire. Il prépare la première attaque et fonce vers sa poitrine, qu'il bloque. Cependant, on voit que c'était complètement inutile car l'arme du monstre commence à s'ébrécher. Chan Seok explique que ça s'appelle une lance de lune double. Alors qu'elle transperce le flanc du monstre, une traînée bleue se forme le long de sa trajectoire d'attaque, et cette traînée imite parfaitement le premier coup, le répétant 4 fois. C'est juste une technique simple qui enchaîne 4 coups. Mais que se passerait-il si la traînée bleue attaquait juste un instant plus tard? Ça devient une danse complexe difficile à esquiver. Face aux ennemis avec un combo retardé, ils finissent forcément par faire une erreur et se faire toucher par les attaques. Maintenant qu'il a été touché par sa lance, il comble la distance, disant que c'est fini. Alors qu'il commence à la déchaîner une fois de plus, mais cette fois il frappe 6 fois, chaque coup étant la lance de lune double. Le monstre hurle d'agonie une dernière fois avant de commencer à disparaître. Il dit qu'il ne s'attendait à rien obtenir, mais une boîte apparaît soudain dans ses mains. Il l'ouvre et est surpris. De retour dans la salle de crise, c'est la panique totale car les zones s'étendent depuis l'île centrale. Les signaux des chasseurs de l'équipe 9 ont également été coupés. Le type commence à être dans la lune au milieu des cris, disant que tout est fini. À moins d'un miracle,
Tout ce qu'il peut faire, c'est rester là et les regarder se faire massacrer. Le type de tout alors lui dit qu'un message de Chan Seok, qui est entré dans le noyau d'érosion, est arrivé. Il demande ce qu'il dit, et l'autre répond qu'il va le mettre à l'écran tout de suite. Il leur dit à tous que le noyau d'érosion alpha a été nettoyé à l'instant même. Les autres chasseurs le confirment, disant que les monstres ont été éliminés. Le type dit qu'un miracle s'est vraiment produit, et demande comment. On voit Chan Seok regarder le ciel, disant que l'air est vraiment agréable en ce moment. De retour à l'extérieur, on voit de nombreux monstres chauves-souris se faire déchiqueter par la foudre de sang qui doit y aller à fond au point que son poignet commence à trembler de fatigue. Elle doit utiliser ses deux mains pour soutenir son épée, et elle dit qu'il était bien plus nombreux que pendant la journée, mais Chan Seok a aussi disparu. Min-jae se met dos à elle et lui demande si elle pense qu'ils s'en sortiront vivants, car leur bâtiment a été complètement démoli. Elle dit que Min-jae est déjà à sa limite, et elle ne sait pas non plus combien de temps elle pourra tenir. C'est en fait la grosse chauve-souris, mais quelques petits, ils commencent à s'agiter, et elle s'avance pour combler la distance, mais se rend compte qu'elle tombe car elle perd la sensation dans ses jambes. Min-jae crie son nom, mais n'a pas le luxe de se laisser distraire car un monstre l'attaque aussi. Un silence étrange s'installe, mais quand elle ouvre lentement les yeux, elle est surprise car ce qu'ils voient tous les deux, ce sont les monstres se transformant en une brume noire. Finalement, tout le monde se retrouve, et Chan Seok dit qu'il y a beaucoup de blessés, demandant s'il y a eu un carnage pendant son absence. Les autres membres de l'équipe 8 sont surpris de le voir, mais réalisent que c'est lui qui a nettoyé l'érosion tout seul. Min-jae lui fait signe de la main en disant qu'il a été surpris quand il a reçu son texto, lui demandant comment il a même pu penser à s'occuper de la source tout seul. Il dit que son cœur a agi avant son corps, tout ça pour protéger ses compagnons chasseurs, ou quelque chose comme ça du moins. Sang et Min-jae réalise qu'il raconte des conneries, mais Chan Seok décide de jouer le bon gars en disant que s'il avait su que ça se passerait comme ça depuis le début, il serait parti plus tôt. Quelqu'un s'approche alors de lui en disant qu'il est ravi de le rencontrer. Il se présente comme étant Jang Ta, disant qu'il est directeur de la succursale du tribunal opérationnel du district Nord. Chan Seok reconnaît le nom, disant que c'est lui qui lui a dit de venir ici. Jang Ta lui demande s'il a un moment car le maire aimerait le rencontrer. Chan Seok dit que donner des ordres aux gens semble être un trait commun chez les personnes âgées. Et maintenant qu'il y pense, le contrat ne mentionnait pas la récompense pour avoir nettoyé un grade 3. Quelqu'un d'autre s'approche de lui et se présente comme PILG, un agent de communication et de coopération. Il l'escorte à l'intérieur en disant que le maire attend avec impatience la réunion, et qu'il a été choqué en recevant le rapport de l'île à l'aube. Le maire a même annulé tout son programme de la matinée après l'avoir vu. Chan Seok dit qu'il aurait pu prendre leur temps pour la réunion, car ce n'est pas comme s'il avait fait quelque chose de spécial. PILG lui dit qu'un chasseur débutant détruisant une source de grade 3 en solo, ça n'est pas arrivé depuis le tout premier chasseur, le grand aîné. Chan Seok dit qu'il comprend pourquoi, même pour lui c'était un peu difficile tout seul, mais pour qu'il y ait quelqu'un d'autre pour le faire, ce type doit être un vrai monstre. PILG dit au maire que Chan Seok est arrivé, et il le remercie d'être venu et se présente comme étant Park Ji-on. Il dit qu'il est désolé de l'avoir fait venir par ce temps affreux, mais il lui dit d'aller s'asseoir pendant qu'il ordonne à PILG de lui apporter un café. Ji-on lui dit qu'il a rendu un grand service au pays, et en tant que maire de la ville, l'île était un énorme casse-tête pour lui. Il fallait s'en occuper, mais avec un budget limité, engager des guildes coûteuses était difficile. Chan Seok dit qu'il doit être soulagé que ce soit réglé maintenant, puisqu'il l'a résolu à bas prix. Il dit exactement, c'est pourquoi il l'a dit, mais il a aussi entendu dire que c'était sa première mission. Chan Seok dit que c'est exact, et Ji-on dit que de penser qu'un si grand individu a commencé son parcours dans leur ville, il est fier en tant que maire. Il continue son baratin sur le pays et mentionne comment l'aéroport ici a un champ gère d'innombrables logistiques et autres choses. De sorte que toutes les villes internationales voisines sont inondées de nombreux investisseurs étrangers, au point qu'il leur est difficile de choisir. Les fonds massifs qui transitent par la ville leur ont fourni une grande quantité de capitaux, et il s'assurera que son chemin en tant que chasseur soit sans encombre et pavé de succès. Chan Seok se souvient de quand il était en voiture avec Jang Ta, il dit qu'il voulait connaître sa raison d'être un chasseur. Chan Seok dit que si des toilettes sont bouchées par de la merde, quelqu'un doit aller les déboucher. Jang Ta dit qu'il voit, mais il sait qu'il deviendra probablement très célèbre à l'avenir, car les chasseurs compétents sont aimés de tous. Avec ça viendront beaucoup de publicités et d'autres choses du genre. Chan Seok dit qu'il semble inquiet que la gloire le ruine, mais Jang Ta dit qu'il y a de nombreux cas où des chasseurs prometteurs se livrent de celle-ci, oubliant leur devoir. D'une certaine manière, c'est naturel, mais juste de l'autre côté de la ligne de cessez-le-feu, des monstres dangereux errent dans les zones d'érosion, et la Corée est le seul endroit sur qui reste par ici, et on l'appelle le sanctuaire pour une bonne raison. Mais même ce sanctuaire est influencé par le capital. Ce qu'il a accompli cette fois est énorme, et de nombreuses personnes en situation difficile s'intéresseront à lui. Il veut juste qu'il reste une lueur d'espoir. Chan Seok dit qu'il se demandait combien il lui offrirait après qu'on lui ait servi ce discours sur un plateau d'argent sans même essayer de le cacher. Malheureusement pour lui,
il a vécu trop d'années et subi exactement la même merde pour se laisser influencer par quelque chose comme ça. Il dit à Gillon que s'il offre autant de soutien, il doit y avoir quelque chose qu'il doit faire en retour, comme aider un maire dont la cote de popularité est en baisse à se faire réélire. Gillon a l'air surpris, mais se ressaisit en disant qu'il est rapide sur l'information. Mais Chan Seok lui dit que les smartphones ont tout de nos jours. Il sait que son mandat se termine au début de l'année prochaine, et en jaugeant l'ambiance, le consensus devrait être qu'une réélection est peu probable. Gillon dit qu'il est assez direct, et qu'en fait, pour participer à cette mission, il avait besoin de l'autorisation de la mairie. Chan Seok dit que contrairement à la vie publique, il est vrai qu'il avait besoin de la permission du maire pour entrer en tant que débutant. Et s'il présente bien les choses, il peut se vanter d'être le talent qu'il a découvert. Et il semble qu'il veuille l'intégrer à son récit et s'attribuer le mérite du repas qu'il a préparé. Gillon continue en disant que grâce à l'infrastructure qu'il a mentionnée plus tôt en tant que maire, il entretient des liens avec de nombreuses entreprises nationales et étrangères. Par exemple, le contrat pour le mannequin de cette marque de café qu'ils boivent en ce moment se termine bientôt, et il pourrait avoir son visage sur l'emballage à la place. Mais il y a aussi bien plus de possibilités. Chan Seok claque sa tasse en disant qu'il doit le prendre pour un moins que rien. Gillon demande ce qu'il veut dire, et Chan Seok répond qu'en regardant les infos dernièrement, le monde semble désespérément chercher un nouveau visage capable de changer sa morosité. Et ce qu'il dit, c'est que tout ce qu'il prétend pouvoir lui donner, c'est des choses qu'il va prendre par lui-même de toute façon. Gillon dit qu'il peut sélectionner des missions sûres et bien payées et les lui fournir. Chan Seok dit que c'est une offre horrible, mais de transmettre ses félicitations au mannequin du café soluble car il semble qu'il pourra renouveler son contrat. Ailleurs, sous un pont, on voit un homme agenouillé devant quelqu'un d'autre, disant que le test de l'île a été un échec, et la personne s'excuse. Le type encapuchonné dit qu'on ne peut rien y faire, tandis que l'homme à genoux dit qu'il y a de bonnes nouvelles, car il a obtenu un clip de l'examen de qualification des chasseurs. Ce n'est autre que le combat de Chan Seok avec Seoyoon, et la personne le regarde en riant, disant que c'est assez impressionnant. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.